Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. Alors que les nouvelles technologies sont souvent présentées comme des sources inépuisables de progrès et d'innovation, nous connaissons mal ou nous fermons les yeux sur leurs impacts environnementaux et sociaux. Pourtant, il faut des métaux rares pour fabriquer nos équipements et beaucoup d'énergie pour faire tourner les data centers. Et encore, ce n'est qu'une petite partie du revers de la médaille de la tech. Car sous couvert de dématérialisation, de gains de productivité et autres fluidification des échanges, l'industrie technologique a déjà profondément modifié nos sociétés. C'est ce qu'explique la journaliste Mathilde Saliou, notre invitée du jour, dans son essai « L'envers de la tech, ce que le numérique fait au monde », sorti aux éditions Les Pérégrines au mois d'octobre 2025. Dans son ouvrage, Mathilde Saliou déconstruit les mythes dominants de la tech et nous invite à repenser notre relation au numérique. Quels enjeux se cachent derrière nos écrans et nos gadgets ? Comment la technologie peut-elle devenir un outil au service du vivant plutôt qu'un accélérateur de crise sociale et environnementale ? C'est ce qu'on va voir avec elle dans cet épisode. Bonjour Mathilde Saliou. Bonjour. Vous êtes spécialiste des enjeux numériques, vous diffusez une newsletter mensuelle appelée Technoculture et vous êtes l'autrice d'un précédent livre, Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités. C'était chez Grasset en 2023. Alors, dans ce nouveau livre que vous venez de sortir, L'envers de la tech, vous écrivez en introduction « Il a suffi d'une seule génération pour que le public des pays les plus riches développe une grave addiction au numérique. Cette génération, c'est la mienne ». Il est loin, effectivement, le temps des Nokia 3310. Aujourd'hui, le numérique est absolument partout dans nos vies. On peut dire qu'on a connu une profonde mutation sociétale en 30 ans à peine. Je pense que oui, il est même loin le temps, après j'ai pas encore d'enfant, mais où on allait acheter nos premières baguettes avec quelques pièces de monnaie. Aujourd'hui, c'est devenu, en tout cas pour moi, mais aussi pour des gens autour de moi, une habitude tout à fait normale, par exemple, de payer avec son smartphone. Ça veut dire que non seulement on est passé de, si je prends cette métaphore financière, du cash aux cartes bancaires, mais en plus, les cartes bancaires, on les a dématérialisées, on les a mis dans nos outils numériques. Ça paraît très pratique, ça l'est souvent. Moi, ça me permet par exemple de me promener avec uniquement mon téléphone portable. Mais le jour où je perds mon téléphone, ou alors le jour où il dysfonctionne, eh bien, non seulement je peux plus appeler mes proches, mais potentiellement je peux plus payer ce dont j'ai besoin dans ma vie courante. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de à quel point on s'est rendu individuellement, mais aussi collectivement, dépendant du monde numérique. Et est-ce qu'on peut dire du coup qu'on est intoxiqué par ça ? Est-ce qu'il faudrait se désintoxiquer de cette dépendance ? Est-ce qu'on est trop dépendant de toute cette technologie au point d'avoir perdu certaines capacités, même individuelles et humaines ? Je pense qu'on l'est à plusieurs niveaux, mais dont le gros de la population se rend compte. Par exemple, quand on parle de l'état des débats en ligne et de l'impact des réseaux sociaux, aussi bien sur les discussions collectives que sur la santé mentale, on s'est tellement habitué à discuter en ligne qu'on n'a pas su prendre la mesure des effets négatifs de ces nouvelles pratiques et on n'a pas su les maîtriser. Un autre exemple, en ce moment, à partir de toutes ces discussions qu'on a eues en ligne et de toutes les données qu'on a diffusées sur Internet, la plupart des grands acteurs ont construit un nouveau type de technologie qui s'appelle l'intelligence artificielle générative. Et celle-ci nous est présentée avec exactement le même vocabulaire que les évolutions technologiques précédentes. Donc l'IA générative, ça va nous permettre plus de productivité, plus d'efficacité, dans un sens plus de progrès. Mais encore une fois, on ne définit jamais cette notion de progrès. Et pendant qu'on nous agite tout le discours relatif à ce type de technologie, on détourne plutôt l'attention, en tout cas le secteur numérique essaye de détourner l'attention des conséquences concrètes du déploiement de cette nouvelle révolution. Or, moi, les conséquences concrètes, c'est vraiment un des sujets qui m'intéresse le plus, aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental. Et si je prends le seul cas de l'intelligence artificielle générative, pour la développer, pour permettre les calculs, pour permettre les générations d'images, de textes, etc., il faut des grands data centers, c'est-à-dire de vastes usines dans lesquelles il y a énormément de serveurs. Fabriquer ces serveurs, ça nécessite de nouvelles extractions de ressources, la fabrication de nouvelles puces spécifiques. On utilise beaucoup plus les GPU que les processeurs classiques qu'il y a dans les ordinateurs ancienne génération, en gros. Et donc, il faut aussi de nouveaux espaces où construire ces usines, souvent pas toujours, mais souvent, ça veut dire qu'on artificialise de nouvelles zones géographiques pour fabriquer les data centers. Il faut énormément d'énergie, à la fois pour faire tourner les serveurs dans ces usines, mais aussi parfois pour refroidir ces serveurs, car ils chauffent. Quand on les refroidit pas avec de l'électricité qui produit de l'air, on les refroidit avec de l'eau. Et il se trouve que plus de 2/3 des data centers construits depuis le début des années 2020 se trouvent
dans les zones de stress hydrique à travers la planète. Donc là, on commence à voir tout de suite les impacts à la fois environnementaux et sociaux que ça crée. Ça soulève les questions de à qui est-ce qu'on va donner de l'eau en priorité lors de la prochaine sécheresse, plutôt à la population ou plutôt aux serveurs. Et bref, tout ça, c'est des impacts très, très, très concrets qui sont déjà présents et qui sont déjà résultats du développement d'une technologie dans laquelle, actuellement, on nous dit continuez d'investir, investir, investir, mettez énormément d'argent, car on vous promet que d'ici peu, ça va permettre de résoudre plein de problèmes. Mais en fait, 3 ans depuis le lancement de ChatGPT, on n'a toujours pas de démonstration tangible du retour sur investissement. Oui, et puis en plus, ces corollaires là, écologiques dont vous venez de parler et puis sociétaux dont on va parler aussi ensuite, ne sont pas du tout pris en compte par les géants de la tech au moment de développer ces technologies et de les mettre en œuvre, comme c'est le cas là de l'intelligence artificielle, vous le disiez, ces dernières années. C'est un impensé complet de leur stratégie de développement. D'autant plus quand le contexte politique le leur permet, parce qu'à la fin des années 2010, début des années 2020, comme il y avait une attention plutôt forte aux enjeux environnementaux, des Microsoft, des Meta, des Amazon s'étaient eux-mêmes emparés de la question et avaient dit on va faire en sorte d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Beaucoup de leurs promesses officielles en la matière ont été signées en 2019-2020. Et puis 3 ans après, ils ont complètement oublié toute cette affaire. À la fois parce que l'intelligence artificielle générative est sortie et qu'on a vu qu'effectivement, elle était tellement facile d'accès qu'énormément de gens s'en emparaient pour jouer avec. Et puis parce que l'essentiel des entreprises dont on parle sont américaines. Elles sont donc implantées aux États-Unis. Les États-Unis sont en train de traverser un chamboulement politique majeur depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Et Donald Trump, parmi les multiples qualificatifs qu'on peut lui donner, il y a celui de climato-sceptique. Il n'a strictement rien à faire et il ne croit même pas à la réalité scientifique selon laquelle ça va pas. On vient de dépasser la 7e des 9 limites planétaires analysées par les scientifiques. Ça, Donald Trump, il s'en fiche. Et plus qu'il s'en fiche, parmi les premiers décrets qu'il a pris, il y en a qui sont directement liés au fait de faire de la pollution. Par exemple, il y a un de ces décrets qui consiste à dire on va relancer toute l'industrie liée à notre beau charbon propre. Et ce vocabulaire de beau charbon propre, c'est ce que Donald Trump a mis dans le décret présidentiel qu'il a pris dans les quelques jours après son retour au pouvoir. Et relancer la filière de l'extraction des énergies fossiles qui n'était de toute manière pas fermée, mais en gros amplifier ses activités, c'est à la fois pour lui une politique industrielle, on va créer de l'emploi, etc. Mais c'est aussi lié directement au développement de toute une partie de l'industrie du numérique qui, avec l'intelligence artificielle générative, elle a besoin d'une somme d'énergie sans commune mesure avec tout ce qu'elle a consommé jusque-là. Et là, vraiment, ça, c'est en train de provoquer des inquiétudes très fortes. En France, il y a eu un gros rapport qui a été publié par le Shift Project, par exemple, début octobre, dans lequel le constat de l'association qui est spécialisée dans les questions énergétiques, c'est de dire, au niveau mondial, au niveau européen et au niveau français, quel que soit le niveau d'où vous regardez le truc, les autorités n'ont pas du tout su prévoir l'énorme besoin en énergie qu'allait créer le monde du numérique via cette question d'intelligence artificielle. Et donc, ça pose des questions à toutes les échelles selon lesquelles vous regardez ces questions. Donc, en France aussi, on va avoir des questionnements sur comment est-ce qu'on répartit l'énergie, à qui est-ce qu'on la donne en premier, etc. Et donc ça, c'est uniquement déjà pour le volet écologique. Il y a ensuite le volet Exactement. social. Vous en faites pas. Après, on passera aux solutions ou à ce qu'on peut faire, en tout cas, comment est-ce qu'on peut agir contre ça. Mais évidemment, vous y consacrez un large chapitre et on va pas faire l'impasse dessus. Il y a aussi des populations, des travailleurs qui sont concernés par toutes ces mutations. Et surprise, ils se trouvent pas forcément dans les pays riches. Donc l'envers de la tech s'appelle l'envers de la tech. Il s'agit de parler de l'industrie technologique au sens large. Mais il se trouve que ces 3 dernières années, cette industrie disparaît un peu derrière la sous-partie qui est celle de l'intelligence artificielle. Donc bon, je continue de discuter principalement avec l'exemple de l'IA, mais on pourrait aussi parler de nos systèmes d'exploitation. Par exemple, le fait que Microsoft oblige énormément d'utilisateurs à passer à Windows 11. Ça a pour conséquence concrète de provoquer le gâchis de centaines de milliers d'ordinateurs qui potentiellement pourraient encore fonctionner, mais qui ne sont pas adaptés au passage à Windows 11. Mais si je reste sur, par exemple, la question de l'IA, outre les ressources dont on a besoin pour fabriquer nos équipements, qui vont ensuite nous permettre de discuter avec ChatGPT et compagnie, mais qui vont aussi permettre de faire tourner tous les calculs et toutes les opérations informatiques qui permettent à Midjourney, à Gemini et compagnie de produire leurs résultats, il faut, comme autre type de ressources, il faut du travail et il faut des données. Les IA génératives, elles sont aussi largement appuyées sur tout ce qu'on a diffusé en ligne, largement incité par les entreprises principales de la tech, bien sûr, depuis 20 ans, bientôt 30 même.
20 ans pour, si je prends le début des réseaux sociaux, 30 si je prends le début du web, 34 bientôt, oh là là, time flies. Et puis, il faut aussi pour les entraîner, les IA, il faut en fait du travail humain. Simplement, c'est du travail dévalorisé, c'est du travail caché. Quand on vous dit: «L'IA va remplacer X et Y métiers», pour qu'elle donne des résultats valables, n'oublions pas qu'il faut que des humains, en général mal payés, souvent en situation de précarité, donc freelance, qui travaillent depuis chez eux, qui n'ont pas de protection de l'emploi, qui n'ont pas de mutuelle, qui n'ont pas de retraite, tout ce que vous voulez, ces gens-là ont eu notamment pour tâche de prendre toutes sortes de résultats fournis par le robot et de dire ça c'est un résultat valable, ça c'est un résultat qu'on ne veut pas. C'est une forme de modération, mais appliquée à la fabrication de nos outils d'IA, de modération ou de suivi éditorial, si on compare à des métiers journalistiques, qui permet de dire à la machine, il faut plutôt que tu ailles dans cette direction de résultat plutôt que dans telle autre. Et c'est ça qui permet d'affiner et ensuite de produire un produit, un outil technologique qui est jugé suffisamment efficace pour être vendu aux entreprises et autres. Puisque en fait, c'est avant tout d'une activité économique dont on parle, même si en tant qu'internaute, utilisateur, on peut potentiellement utiliser ChatGPT, Gemini et compagnie gratuitement pour jouer. En fait, quand on fait ça, on participe aussi à entraîner les machines. On est nous-mêmes dans la grande mécanique de fabrication de ces outils qui ont des impacts vraiment très concrets, même s'ils ne sont pas forcément visibles au quotidien. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus participer ou moins participer ou qui sait peut-être participer de manière plus éthique à ce système-là? Parce que c'est vrai que quand on imagine nous retirer des choses, nous retirer des usages, nous retirer des objets, ça paraît tout de suite un peu punitif ou en tout cas difficile à mettre en place. Vous proposez des pistes concrètes dans votre livre pour un numérique durable et responsable. Et vous écrivez notamment qu'on manque de récits désirables. Qu'est-ce qui pourrait être désirable avec une tech plus éthique? Cette question des récits, c'est une problématique politique très large. Comment faire pour rendre la démocratie et un monde égalitaire plus sexy que ce qu'ont réussi à faire les tendances autoritaires qui s'appuient notamment sur des cultures numériques d'ailleurs. Enfin, en gros, Donald Trump, ce qu'il a réussi à faire pour se mettre 2 fois au pouvoir, c'est notamment rendre ses logiques fascistes assez cool, quoi. Il faudrait qu'un monde démocratique parvienne à faire l'inverse. Et dans la sous-partie qui est l'industrie du numérique, qui donc à la fois alimente toutes nos activités économiques, mais alimente aussi beaucoup de nos échanges et de notre participation à la cité, enfin de notre vie de citoyen et de citoyenne, quoi. Il faut que là aussi, on arrive à rendre un monde numérique différent, plus attirant. Il se trouve que la spécificité d'Internet, c'est quand même d'être une technologie par essence parfaitement décentralisée. Le problème, c'est que depuis notamment l'explosion des réseaux sociaux, on a un peu recentralisé toute cette affaire par l'intermédiaire des plateformes qui sont branchées sur Internet. Donc là, je pense notamment aux outils de Meta, à Google, à Amazon, et puis c'est à peu près tout. Citons Microsoft quand même. Enfin bref, aux GAFAM. Eux, ils ont réussi à recentraliser les utilisateurs, mais donc aussi le pouvoir économique, le pouvoir d'influence. Et ce qu'ils ont aussi fait, et ce qu'ils font de manière active, c'est d'essayer de récupérer du pouvoir politique au sens le plus classique du terme. Ça s'est beaucoup vu aux États-Unis avec cette collusion qui était même visible sur les images des médias, des technobros avec Donald Trump. Ça s'est beaucoup vu avec Elon Musk à la tête du DOGE, ce supposé département de l'efficacité gouvernementale, pendant les 6 premiers mois du retour de Trump au pouvoir. Mais en fait, ça a aussi lieu en Europe de manière assez évidente. Quand nos administrations, quand nos institutions signent d'énormes contrats avec des grands acteurs du numérique au motif que ces acteurs privés, très souvent américains, seraient plus efficaces, ce qu'ils font, outre leur donner de l'argent et des contrats, c'est déléguer une partie de leurs compétences à ces acteurs privés. Il faut absolument, et très très vite, qu'on réfléchisse à cette répartition du pouvoir et qu'on essaye plutôt de cela, je pense, de la garder chez nous, de la réintégrer dans des compétences françaises. Si vraiment on pense que la puissance publique n'est pas capable de développer ses propres systèmes, et je pense que souvent ce serait contestable, au moins qu'on fournisse ces contrats plutôt à des acteurs français ou européens. Ça paraît loin des questions environnementales, mais en fait, à partir du moment où on travaille plus avec des acteurs qui viennent de chez nous, c'est beaucoup plus simple de leur demander de rendre des comptes à nos propres lois, à notre propre vision de ce que la société doit être, alors notre vision de comment faire pour atteindre les accords de Paris, comment faire pour respecter la démocratie, etc., etc. Donc, une fois que j'ai dit ça, tout dépend de ce qui vous intéresse, de ce que vous êtes prêt à faire dans votre vie individuelle versus votre vie collective. Chacun fait à la mesure de ses moyens, on va dire. Mais les solutions peuvent aller de tout seul dans son coin, changer de type d'outil. Donc, par exemple, plutôt que de continuer de rester sur Gmail, je dis ça sachant que moi, c'est une action qu'il faut que je fasse. Ne j'ai créé mon personne. adresse ProtonMail, qui est un service de mail suisse.
notamment pour des raisons de sécurité à la base, parce qu'ils sont plutôt calés sur ces questions-là, eh bien, en fait, il faudrait qu'on soit de plus en plus nombreux à aller carrément vers d'autres types. À migrer donc, vers soit d'autres lui, mais il y en a outils. plein d'autres. GMX, qui est allemand. Enfin, il y a Infomaniac, qui est suisse aussi, fournit plein de services similaires à ceux de Google. Il y a plein d'entreprises qui fournissent ce type de services, mais comme soit on les connaît moins, parce que ce qu'on réussit à faire aussi, les GAFAM, c'est à prendre toute la lumière, soit justement, on a encore ces préconçus sur le fait que les meilleurs en termes de fourniture d'outils numériques, c'est forcément des Américains, et on a du mal à faire ce transfert de services. Mais en fait, sincèrement, parmi les noms que j'ai cités, et il y en a plein d'autres, sur lesquels on écrit au quotidien, notamment moi, un des médias dans lequel je travaille le plus s'appelle Next, il est spécialisé dans les questions numériques. Vraiment, on en voit tous les jours des contre-services français ou européens qui sont très efficaces. Donc déjà, ça peut être une action à la fois soit au niveau individuel, moi je décide toute seule de changer mon adresse personnelle vers un autre de ces acteurs, soit surtout au niveau d'entreprises, de collectivités, d'associations, où là il y a plein en plus de services, soit privés, soit d'ONG qui aident à faire ce type de transition, plutôt d'outils américains vers des outils français européens. Et quand on fait ça, on peut intégrer au mix de nos réflexions de chercher des solutions qui sont particulièrement respectueuses de l'environnement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, encore une fois, pareil, il y a tout un réseau d'associations spécialisées dans les questions de sobriété numérique qui a déjà réfléchi à ces questions et qui a plein d'outils à disposition. Selon ce à quoi vous intéressez. Dans le monde associatif, évidemment, Framasoft, c'est désormais un pôle bien identifié, je crois, en France, mais qui fournit plein d'outils pour les ONG, associations citoyennes, entités de la société civile pour qu'elles se dégafamisent. En fait, derrière, moi, ce que je vois très souvent, c'est que ça permet aussi de réfléchir aux impacts environnementaux parce que très souvent, les autres services proposés par ce type d'entité, c'est des services qui s'appuient sur le monde du logiciel libre et de l'open source. Et à partir du moment où les outils sont construits de manière ouverte, non seulement on peut leur demander des comptes sur leurs impacts sociaux, le fait que, par exemple, s'ils sont construits de manière à bloquer l'attention d'un utilisateur, on peut aller critiquer ça et dire qu'on ne veut pas exactement ce type d'outil. Mais de la même manière, le fait que tous les connaisseurs en informatique puissent aller regarder le code pousse aussi à l'améliorer en termes d'efficacité, notamment énergétique, efficacité du nombre de calculs produits, etc. Très souvent, c'est connecté, en fait, ces différentes préoccupations. Oui, et du coup, on sent que l'idéologie qui sous-tend tout ça est bien différente de celle des GAFAM parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on s'est beaucoup éloigné en 30 ans de l'idée initiale, originale du World Wide Web libre, partagé, collaboratif. Là maintenant, Internet, c'est plus vraiment ça. Enfin, en tout cas, les géants du web sont plus du tout sur cette même ligne-là. Ils ont insufflé aussi leur idéologie et avec tous les mythes qui vont avec, les mythes de la tech, le mythe de la croissance, le mythe de l'abondance. Et là, ce que vous présentez aussi, c'est des outils, c'est des alternatives qui font, sans mauvais jeu de mots, changer de logiciel, c'est-à-dire sortir aussi de ces logiques-là hyper prédatrices et productivistes pour revenir ou venir faire autre chose. En fait, je pense qu'il y a tout un travail à faire sur faire comprendre ou refaire comprendre, je ne sais pas, que l'aspect décentralisé des technologies, mais aussi du coup derrière d'une partie de l'économie, etc., ce n'est pas une faiblesse comparée à quelque chose qui serait justement très centralisé, très oligopolistique, voire monopolistique, comme cherchent en permanence à le faire des Meta, Amazon et compagnie. L'aspect décentralisé propre à la tech, en Europe, il permettrait de faire en sorte que toute la chaîne de valeur de fabrication du numérique, de l'extraction des ressources jusqu'au logiciel d'intelligence artificielle tout à la fin, au lieu d'être géré par un seul acteur qui essaye de tout intégrer, il soit géré par une multitude d'entreprises, d'ONG, d'entités de la société civile qui existent déjà. Souvent, on critique, quand on évoque l'économie européenne, on critique le fait qu'il n'y ait que des PME et des ETI et pas du tout de champions, quel que soit le secteur, mais notamment dans la tech, on parle souvent de faire émerger un champion européen. En fait, peut-être qu'avoir une multiplicité d'acteurs, c'est un avantage parce que ça permet aussi de proposer plusieurs solutions à un seul problème et donc de permettre aux citoyens d'avoir plus de choix. Et le choix, a priori, c'est typiquement ce que permet normalement la démocratie, quoi. On fait débattre entre les diverses solutions et chacun prend celle qui correspond le mieux à ses besoins. Et puis voilà, ça donne une forme de liberté. Et puis après, la question des mythes de la tech, les questions de, par exemple, dessiner les entrepreneurs comme Elon Musk, Jeff Bezos et compagnie, en personnalité. En fait, elles sont quasi déifiées. On a un rapport quasi religieux à l'entrepreneuriat. Qui a commencé avec Steve Jobs, peut-être, chez Apple. Oui, en fait, qui a commencé, quand on remonte loin dans l'histoire, qui a commencé même bien avant. En tout cas, aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans leur histoire et sur lequel on n'a peut-être pas eu assez de recul en tant que Français et qu'Européens.
Mais c'est pas forcément une preuve de qualité que d'avoir réussi. Si je prends l'exemple d'Elon Musk, que j'aime beaucoup critiquer, je l'admets, c'est pas forcément une preuve de qualité entrepreneuriale que d'avoir réussi à faire énormément de promesses qu'il est loin d'avoir toutes réalisées. Et probablement tant mieux pour certaines, parce que vraiment elles étaient trop délirantes. Mais en fait, Elon Musk, c'est une représentation à lui tout seul de l'économie de la promesse sur laquelle fonctionne le monde du numérique. C'est-à-dire qu'il promet des trucs délirants, tout le monde est là genre « trop cool, ça a l'air vraiment bien le monde qu'il a fait dans sa tête ». Et du coup, on lui donne de l'argent, on lui laisse son influence économique et politique, et au final, on lui donne du pouvoir de manière très concrète, uniquement sur la foi de promesses qu'il ne réalise pas. Parce que quand on regarde concrètement ces promesses de nouveaux modes de circulation sous la ville de Los Angeles, dans des tubes qui iraient super vite, par exemple, on sait que ça n'arrivera jamais. Sa promesse de conquérir Mars, même d'envoyer une fusée qui atteigne Mars. Normalement, il devrait l'avoir fait déjà 2 ou 3 fois si on suit ses propres promesses. Aujourd'hui, en 2025, ça n'a pas été fait. Et le truc, c'est qu'on voit que, à force de lui donner du pouvoir, il finit par avoir de multiples conséquences très concrètes sur la vie réelle des gens. Par exemple, quand il a été à la tête du Dodge grâce à son nouvel ami Donald Trump, parmi les décisions qu'il a prises, il y a eu celle de couper très drastiquement et en fait de mettre fin à l'existence du programme USAID, qui était une grande institution américaine, mais qui a en fait finançait énormément d'activités humanitaires partout sur la planète. Et on sait que la fin des activités de cette entité, ça se traduit en centaines de millions de morts partout sur la planète. Donc l'économie de la promesse... De même que licencier des dizaines de milliers de fonctionnaires qui américains qui du jour au lendemain ont perdu leur travail, enfin entre autres, mais oui, ça a des conséquences hyper concrètes sur la vie des gens. Et le cas particulier de l'USAID, la raison pour laquelle je le cite, c'est que lui, on sait aussi que ça sort des États-Unis, quoi. Les impacts sont concrets vraiment partout sur la planète. Donc l'économie de la promesse, telle qu'elle s'est construite dans le numérique et telle qu'elle est notamment portée par ces quelques figures que probablement nous autres journalistes avons participé à construire, donc il faut aussi faire de la critique des médias en la matière. C'est bien, mais non, c'est pas ouf en fait. Enfin, ça nous a amené là où on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte très inquiétant, à la fois politiquement et technologiquement. Et encore une fois, il faut vraiment voir que les deux sont mêlés. Quand le Dodge prend le pouvoir qu'il a eu pendant les 6-8 premiers mois du mandat de Trump, quand Peter Thiel, cofondateur de PayPal, mais aussi de Palantir, gagne un pouvoir dingue au sein de l'institution américaine, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent leurs outils numériques pour fabriquer les logiciels qui vont permettre d'accroître encore le pouvoir potentiel de Trump. L'un des multiples projets qu'a eu le Dodge, c'était de mêler des bases de données qui, normalement, juridiquement, sont séparées pour des raisons très concrètes. Par exemple, les bases de données liées aux données de santé, les bases de données liées aux impôts des Américains, les bases de données liées aux questions de travail des fonctionnaires publics. Si vous mélangez tout ça, ça devient d'autant plus pratique, avec quelques outils technologiques bien ficelés, d'aller chercher, si vous êtes un président autoritaire, vos opposants politiques et de les trouver très rapidement et de trouver très rapidement des moyens de faire pression sur eux. Donc il y avait des raisons concrètes pour lesquelles, au sein des institutions, ce type de base de données était séparé. Une fois qu'on se dit au motif que la technologie c'est très efficace et que quand on mélange toutes les bases de données, on peut faire tourner des petits moteurs d'IA dessus et c'est vraiment très 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 efficace et qu'on enlève ces protections juridiques, en fait on est en train d'armer un État autoritaire de manière très 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 concrète avec toute l'infrastructure technologique derrière. Moi j'aimerais qu'on réfléchisse à un modèle complètement inverse qui n'est pas si difficile à imaginer parce que vraiment, encore une fois, toutes les briques existent déjà, l'infrastructure elle-même, elle est décentralisée, ça veut dire que on peut chacun en faire fonctionner un petit bout chez soi si on en a envie. On peut aussi décider de couper certains bouts si jamais ils nous plaisent pas, sans que ça fasse tomber tout le reste de l'infrastructure. Ça, c'est super robuste. Si jamais, par exemple, on a un problème climatique de type énorme pluie, tremblement de terrain ou autre, et que l'infrastructure dans une zone spécifique du monde est abîmée, ça n'empêche pas le reste de fonctionner. Et là, mais exemple concret, quand il y a eu la coupure d'électricité de toute la péninsule ibérique, il y a notamment plus eu accès à tous les services numériques, mais ça n'a pas empêché qu'en France, on reste connecté, etc. Ça, c'est une forme de robustesse, mais il faut aussi du coup qu'on réfléchisse à justement comment on fait pour que nos activités continuent de fonctionner, nos activités essentielles, les centres hospitaliers, l'éducation, ce genre de choses. Comment on fait pour que tout ça continue de fonctionner si nous, demain, on vit le même type de problème, soit lié à l'environnement, soit lié à un problème d'électricité, si je reprends l'exemple espagnol, soit aussi si on vit un problème politique qui fait que on n'a plus ou on ne veut plus avoir le même accès à nos outils classiquement utilisés, donc à nos Google et compagnie, pour se protéger. Comment on fait pour que nos activités concrètes du quotidien continuent? Et il y a plein de gens qui travaillent sur ces sujets. Il faut juste qu'on arrive à montrer, d'une part, que c'est possible, donc c'est ce que j'essaye de faire avec l'envers de la tech, mais aussi que c'est vraiment pas si loin. Il y a plein de gens en Europe et en France qui travaillent sur ces questions.
Montrer que c'est possible de se dégafamiser, c'est ce que vous faites dans votre livre Mathilde Saliou, L'envers de la tech, ce que le numérique fait au monde. C'est aux éditions Les Pérégrines et ça vient de sortir. Merci beaucoup de nous avoir consacré cet entretien. Merci pour l'invitation. L'interview du Monde devant soi est un podcast de Slate.fr. Production éditoriale, Hélène Decomer et Marie Agassan. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.